Bonjour, chers fidèles de l'émission Club de la Presse. Vous êtes nombreux à nous suivre. C'est la 67e émission de Club de la Presse. Aujourd'hui, on parle charte de l'unité des Burundais. Eh bien, vous le savez autant que moi, le 5 février 2019, jour pour jour, les Burundais ont commémoré le 28e anniversaire de la charte de l'unité nationale. C'est un anniversaire qui a toujours été reçu dans des milliers de Burundais comme un non-événement pour certains. Et pour d'autres, c'est un événement important. Est-ce vraiment un non-événement? C'est ce qu'on va parler dans un instant avec nos invités que je vais vous présenter. Mais avant d'en arriver là, quelle position du gouvernement vis-à-vis de cette politique de l'unité nationale? Pourquoi le pouvoir de Pierre Nkurunziza affirme-t-il qu'au sein des Burundais règne l'unité nationale? Pas de division, alors que réellement la situation est vraiment tout autre. Pourquoi 60 ans plus tard, 60 ans après l'indépendance, Pierre Nkurunziza accuse toujours les colons d'être à l'origine des malheurs causés par les divisions ethniques au Burundi? Tant de questions auxquelles nous allons partager avec nos invités. Aloïse Nyohita, journaliste indépendant. Bonjour Aloïse. Bonjour Patrick. Merci d'être là pour Club de la Presse. On va bientôt débattre sur l'unité nationale, effectivement. Merci de m'avoir invité aussi. Merci beaucoup. Et Madame Derimana, vous êtes secrétaire exécutif du parti IPD Zigamwanga. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Merci à vous aussi de nous capter à partir de vos postes récepteurs. Aloïse Nyohita, j'ai épinglé tantôt dans mon introduction, l'unité des Burundais, c'est vraiment une réalité. Bon, je vais considérer ça sous deux aspects. Je vais parler de ce que je peux appeler, moi, d'unité sociale. Et je parlerai aussi de ce que je peux appeler d'unité politique. Du point de vue social, je peux affirmer que l'unité des Burundais existe. C'est une réalité. Les Burundais, qu'est-ce que je veux dire, hein? Observez bien la société burundaise pendant les événements, tant malheureux que festifs. Les Burundais sont ensemble. On assiste, on pleure nos morts ensemble, on enterre nos morts ensemble, on assiste au deuil, on participe au deuil ensemble. Tu trouveras que dans toutes les familles, les voisins sont là. Moi, je suis une réalité de l'unité nationale. Hein. Moi, je suis né dans un mariage mixte, des parents qui n'appartiennent pas entre ce que je qualifie toujours entre guillemets ethnie, parce que pour moi, les ethnies dans nos petits pays ici, pour parler du Burundi, les ethnies, ça n'existait pas. Je ne sais même pas si c'est cette personne qui a inventé cette histoire. N'est-ce pas que c'est vraiment en théorie? Ce n'est pas en théorie. Donc, laisse-moi évoluer un tout petit peu, parce que j'ai vécu dans des pays de l'Afrique de l'Ouest, deux pays, où, quand tu parles d'ethnie, effectivement, cette notion existe. Tu as un groupe ethnique qui habite dans une localité, tout un territoire, qui a sa propre langue, qui a sa propre culture et ses façons de vivre, différentes de l'autre groupe ethnique qui habite dans un autre territoire. Là, on peut parler d'ethnie. Chez nous, nous avons ce que je qualifie toujours entre guillemets Hutu, Tutsi, Ganois et toi, qui vivent sur une même colline. Qu'il y a eu des divisions ethniques. Une seconde, Patrick, qui vivent sur une même colline, qui parlent une même langue, qui sautent au son du tambour ensemble, ou qui dansent Agasimbo. Je veux dire, la culture, nous la partageons. Et c'est là où j'interroge cette notion d'ethnie. Et quand tu as parlé des aspects physiques, je sais qu'aujourd'hui, nous nous en convenons quand même qu'on se trompe. Tu vas dire que tel, c'est un Tutsi quand il est Hutu, entre guillemets. Tu diras que l'autre est Hutu quand il est Tutsi, etc. Mais vous convenez avec moi, Aloïse, qu'il y a quand même des divisions ethniques au Burundi. Division. Alors, je parlais de l'unité sociale. Et ça a été, si vous voulez, une des raisons pour laquelle le président Buyoya a initié la charte de l'unité nationale. C'est à partir des divisions
qui ont causé des massacres. Patrick, c'est le deuxième aspect auquel je voulais en venir. Okay? C'est-à-dire que vous avez un aspect politique. Nous avons un groupe de politiciens qui maintenant vont utiliser, n'est-ce pas, cette division ethnique pour s'attirer, cette corde ethnique, pour s'attirer les sympathisants. Okay? Et c'est cela qui nous cause des problèmes et c'est cela qui cause du désordre au Burundi. Et là, je vais vous dire, je vais partir d'exemple. Vous verrez que tous les groupes, tous les partis ethniques ont des petits groupuscules de jeunes. Et c'est leur... aujourd'hui, on parle de milices. Et c'est souvent de ces milices-là qu'on utilise pour aller faire du tort aux autres qui, socialement, étaient ensemble. Mais ces groupes vont venir sélectionner les uns en disant « ceux-là, ils sont différents de nous ». Et je vais partir d'un exemple que j'ai vécu moi-même à Muyinga, où des gens qui vivaient sur des collines ont refusé de tuer leurs voisins. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a envoyé des jeunes qui venaient d'autres collines pour venir tuer les gens sur d'autres collines. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les voisins, soit ils cachaient, excusez la tautologie, ils cachaient les voisins, ou bien ils leur avertissaient pour dire quittez ici parce que demain c'est notre tour. Voilà, donc l'unité sociale est là, mais l'unité politique, des gens qui divisent la population pour leur propre intérêt. Mais l'intérêt, pourquoi? Je l'ai dit, l'argent c'est les chiffres. Après on meurt, on laisse tomber. Vous construisez les murs, ce sont des murs. Après vous allez mourir, vous allez laisser. Je pense qu'un bon politicien devrait vraiment travailler pour l'unité afin de bâtir l'avenir de la nation. Exactement. C'est la même question, Emmanuel. Est-ce une réalité vraiment au Burundi, l'unité nationale, ou c'est un slogan, c'est un non-événement comme certains l'en pensent? Oui, l'unité nationale, c'est vraiment une réalité. Parce que j'embrasse déjà bientôt la cinquantaine, je suis déjà dans la cinquantaine, je ne suis pas petit. Ça veut dire, depuis tout ce temps-là, depuis mon enfance, je n'ai jamais vu où nous vivions séparés les uns des autres. Nous étions toujours unis, ensemble. On pouvait même manger chez les voisins sans se soucier des appartenances. Les appartenances de ceci ou cela. Ça n'a jamais existé. Mais chaque fois qu'il y a rupture, massacre ou quoi, ce sont des calculs des politiciens. Et ça, je l'ai dit dernièrement là. Bon, alors, ceux qui sont au pouvoir, c'est comme un petit club. Un petit club qui cherche à s'enrichir. En s'enrichir en faisant quoi? En divisant pour régner. Parce que le petit club qui existe aujourd'hui, où nous parlons, au Burundi, ceux qui sont au pouvoir, il y a les Hutus, il y a les Tutsis. Ils sont ensemble pour des intérêts à eux, pas les intérêts du pays. Vous parlez de la politique de diviser pour régner. On connaît cette politique dans l'histoire où il y avait la politique de divide impera. Est-ce qu'aujourd'hui cette politique existe vraiment? Mais c'est ce qui existe, c'est ce qu'on est en train d'appliquer aujourd'hui. La mensonge prône sur tout. On vient vous raconter des histoires, on cible un groupe. On leur raconte une histoire comme quoi, si vous ne faites pas attention, les autres vont vous tuer. Alors, ce qu'on va vous faire, on va faire maintenant, on va vous armer, les attaquer avant. Alors pourquoi aujourd'hui Pierre Nkurunziza se plaint de divisions nourries par le colon? Non, le colon à qui on attribue cette politique de diviser pour soyons logiques. Le colon est parti, ça fait combien d'années? Depuis les années de l'indépendance. Nous n'avons plus cette histoire de colon. Les Blancs qui viennent, c'est dans le cadre de coopération bilatérale. Alors, quand ils nous racontent cette histoire de colons... Peut-être que c'est une politique qui nous a affaiblis, qui nous ont suivis. Mon ami a dit, les Burundais, depuis l'indépendance, les Burundais qui ont été à l'école, ils sont au nombre de combien? Une multitude. La conscience, pourquoi les gens s'entretuent jusqu'à aujourd'hui? Pourquoi vous cherchez de midi à 14h à savoir d'où ça vient? Ce virus est dans les politiciens,
pas chez le peuple. Vous-même, vous avez dit... N'est-ce pas un virus qui nous a été inoculé par ce colon-là? Non, inoculé, non, parce que le peuple reste soudé. Ça veut dire que cette division, ce sont des calculs politiciens, chez les politiciens. Parce que Nkurunziza et son équipe, je vous ai donné l'exemple dernièrement du président du Sénat. Quand il encourage une partie de la population d'aller tuer dans les quartiers, soi-disant majoritairement Tutsis, il faut les tuer et en retour, vous allez récupérer leurs parcelles. Un président du Sénat, vous savez ce que ça représente au pays? C'est une personnalité, après le président, peut-être la deuxième ou la troisième, après le président de l'Assemblée nationale. Vous comprenez qu'il ne peut pas s'exprimer dans ce sens s'il n'est pas d'accord avec le président de la République. Alors, quand Nkurunziza vient nous raconter des histoires de les colons, est-ce que le président du Sénat révérien, c'est un colon? Pas du tout, c'est un Burundais. Mais s'il y a cette tuerie, ces massacres, c'est à l'intérêt de qui? À l'intérêt de ce petit club, soi-disant gouvernement, ou quelques gens qui sont au pouvoir. On nous parle de certains politiciens et généraux. C'est pour eux. C'est pourquoi, aujourd'hui, j'appelle à la conscience de la population. La majorité est au pays, dans le calme absolu. Personne ne peut pas oser dire quelque chose au risque de sa vie. Alors, ceux qui sont à l'intérieur du pays qui n'osent pas parler, ceux qui sont à l'extérieur du pays comme réfugiés, parce qu'ils sont réfugiés, Hutus, Tutsis, soudés ensemble, dans leur unité. J'en appelle à leur conscience de se lever et prendre le destin en main et revenir au Burundi. Et je parlais des divisions qui sont au pays. Vous abordez aussi un cinquantenaire. Est-ce qu'aujourd'hui, si vous essayez d'analyser pourquoi dans le passé on a connu des massacres dans le pays alors que vous affirmez que la base est vraiment unie? Patrick, laisse-moi te dire que ça c'est vraiment un discours qui me fait rigoler, sinon qui me fait marrer quand je l'écoute, prononcé par quelqu'un. Et c'est là où on dit que l'idéologie, l'idéologie c'est vraiment la chose la plus dangereuse que l'on peut inoculer dans les gens. Et aujourd'hui, on a une façon de prononcer. Dans le temps, on disait « à la colonie ». Aujourd'hui, on dit « à la colonie », comme pour insister et comme pour mettre ça dans les têtes des populations. Comment, plus de 60 ans après, combien d'intellectuels le Burundi a-t-il produit plus de 60 ans après? Et aller à l'école signifie apprendre non seulement à lire, à écrire. Aller à l'école signifie apprendre à réfléchir. Après 60 ans, comment peux-tu aujourd'hui, attendez, c'est un discours qu'on entend en 2015, que je n'ai pas entendu en 2005 jusqu'en avril 2014. Comment ce discours surgit-il aujourd'hui, 15 ans après l'arrivée au pouvoir de l'équipe? Le discours de Kola dont parlait... De colon. Aujourd'hui, en 2019, c'est aujourd'hui qu'on parle du colon. Depuis 2005 en 2014, à avril 2014, à 2015, je n'ai jamais entendu parler du colon qui a divisé les Burundais. C'est aujourd'hui. Soit, on en est là. Avez-vous une réponse à ça? On en est là, excusez-moi. Donc, pourquoi effectivement on parle du colon aujourd'hui? Parce que le colon s'est retiré de la coopération. Le colon, il est parti 60 ans avant. Aujourd'hui, on est aux affaires. On a été à l'école pour apprendre ce que le colon a fait de mauvais. Et voilà, il n'a fait que de mauvais. Prenons ça comme ça. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour corriger ce que le colon a fait de mauvais? C'est aujourd'hui, au lieu de dire le colon a fait ça, aujourd'hui on devrait dire qu'est-ce que nous avons fait, qu'est-ce que nous devons faire. Bon, je ne vais pas parler des histoires d'amener les vaches, d'amener les œufs, d'amener les trucs dans les paniers, les histoires d'amener les vaches.
que nous avions vu dans le temps. On disait Zanama Gizana Masoro, amener les œufs, amener l'huile de vache. Bon, ça, je ne vais pas en parler, mais je vais parler seulement de ce discours, de ce qui s'est passé qui était mauvais, dont je ne suis pas capable de corriger, que je critique sans corriger. Donc vous affirmez donc qu'il y a une similitude dans ce qui se passe aujourd'hui avec il y a une soixantaine d'années. Ah, tu as suivi ma réponse. Merci. Aujourd'hui, Emmanuel, quand on fait une analyse de l'évolution de la situation au Burundi, aujourd'hui, il y a des milliers, des centaines de milliers de Burundais qui sont en exil. Là-bas, dans des camps de déplacés, à Nduta, en Tanzanie, à Mahama, au Rwanda, on trouve des Hutus et des Tutsis, des Twa confondus. Ils sont tous là-bas. Mais dans le temps, on remarquait des Hutus qui étaient exilés ensemble, des Tutsis même à l'intérieur du pays. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que quand même il y a eu une évolution des mentalités? Ce que tu dois savoir, il y a un fait. C'est qu'à chaque étape, à chaque période qu'il y a eu mouvement, et les Hutus fouillaient et les Tutsis fouillaient. Donc, ce qui est remarquable, c'est qu'il y avait fuite de tout le monde. Alors, là, tu peux te poser la question. Si vraiment il y avait cassure dans le tissu social, il y aurait certains qui fuient et d'autres qui restent. Mais ils fouillaient toujours, tous. Aujourd'hui, les uns à l'extérieur, les autres à l'intérieur. Bon, en tout cas, chacun quittait le chez lui pour sauver sa vie. Aujourd'hui, on remarque qu'ils partent ensemble. Ils peuplent les camps partout dans les pays limitrophes. Est-ce une avancée de mentalité? Non, pas qu'une avancée de mentalité. C'est juste qu'avec le temps, je t'ai dit que l'unité nationale a toujours été une réalité au Burundi. Maintenant, le peuple a compris qu'avant, on nous disait que nous sommes différents. Mais nous avons compris qu'on nous réserve le même sort. Soit l'exil, on peut dire finalement que les Burundais ont tiré des leçons sur les divisions. Bien sûr que le Burundais d'aujourd'hui n'est pas le Burundais d'il y a 20-30 ans. Aujourd'hui, les gens ont évolué mentalement. Et quand Nkurunziza nous parle de l'unité juste pour masquer, lui-même sait qu'au fond de lui, il prône la division. La preuve en est qu'il n'y a pas 2 jours, on est en train de regrouper les jeunes à Mouinga. On les enseigne d'aller attaquer les réfugiés là où ils ont fui, au Congo. Et là au Congo, où les réfugiés se trouvent, sont les qui? Les Hutus et les Tutsis qui sont ensemble. Pourquoi Nkurunziza organise aller les massacrer et venir devant les journalistes et le monde entier dire le Burundi est uni, il y a la paix, il y a ceci, alors que lui-même organise la barbarie. Vous comprenez? Est-ce qu'il n'y a pas risque aujourd'hui que la population que le pouvoir puisse replonger la population dans les crises qu'on a connues dans le passé, les crises effectivement divisionnistes, basées sur les divisions? C'est ce qu'on essaie de faire. On essaie d'enseigner un groupe de la population que les autres sont mauvais, il faut plutôt les tuer. On les arme même, on les donne des pistolets, des fusils et tout, pour que cette histoire de tuerie continue. Mais ce que nous remarquons est que le peuple a toujours refusé ça. Et je me dis que d'ici bientôt, avec le réveil des consciences, ça risque de contourner contre le peuple. Moi, je me dis que c'est une question de temps. D'ici peu, une fois organisé, le peuple reviendra. Et à ce moment-là, ça fera mal, comme disent certains. Alors, est-ce qu'il n'y a pas risque aujourd'hui que le pays puisse connaître d'autres massacres comme on en a connu dans le passé? Parce qu'effectivement, il y a des séquelles sur la population et le pouvoir, effectivement, qui nourrit le discours divisionniste. Pardon. Moi, je suis plutôt quelqu'un je suis optimiste par rapport à l'avenir du Burundi, du moment que, comme je l'ai défendu depuis le début, l'unité, elle a la base au niveau communautaire. Même si, jusqu'à aujourd'hui, les politiciens tentent de faire les choses, les conséquences n'ont pas la même ampleur que si les populations étaient vraiment, au fond, divisées, comme certains de nos politiciens
le voulait. D'où je pense que cette unité au niveau communautaire, c'est une sorte d'amortisseur. Sinon, si ça devait se passer tel que certains planificateurs le désirent, je pense que ça pourrait être pire. Et heureusement que la situation est comme ça. Et par contre, j'aimerais un peu revenir sur une question que tu as posée par rapport au fait qu'au passé... Changement de mentalité. Oui, qu'au passé, on avait des réfugiés d'un groupe ethnique qui fuyaient là-bas et d'un autre groupe ethnique. Vous connaissez des déplacés internes, des réfugiés dans le temps, en Tanzanie, dans des camps de Mutenderi. Il n'y avait que des Hutus. Non. Et des Tutsis qui étaient des réfugiés, des déplacés internes. Je ne suis pas d'accord avec toi. Aujourd'hui, vous avez des moyens de communication avec les TIC qui vous permettent de savoir qui sont là, qui ne sont pas là, tu vois. Mais dans le passé, on n'avait pas ces moyens. Et je pense, si vous trouvez, d'après mes petites informations, par exemple, les régions frontalières de la Tanzanie, Muyinga, Ngozi n'est pas très loin. Je sais que les massacres du passé, dans le passé, ça avait affecté les Tutsis et les Hutus. Et les Ganois aussi et les Twa. Et toutes ces composantes, ils ont fui là où leurs moyens de survie le leur permettaient. Vous comprenez? Et je suis sûr qu'en Tanzanie, il pourrait être peu. Il y avait autant les Tutsis que les Hutus. Je suis sûr, au Rwanda, on avait eu autant de Hutus que de Tutsis. Peut-être un nombre inférieur dans chaque coin. Donc, voilà, je voulais un peu revenir sur ça. Aujourd'hui, on peut dire qu'ils sont partis ensemble parce que nous avons les moyens modernes pour le savoir. Est-ce vraiment une évolution des mentalités, comme je le posais Si il en est ainsi, ce n'est pas une évolution de mentalité. C'est parce que les peuples vivent toujours la vie, cette unité qu'ils ont, mais qu'on essaye de détruire par une sorte d'imposition, par une sorte d'un discours qui les invite à la haine. Sinon, comme je te disais, en 93, si les gens n'étaient pas unis, il y aurait eu une catastrophe humanitaire au Burundi. Aujourd'hui, si les gens n'étaient pas unis, il pourrait y avoir une catastrophe humanitaire. Heureusement que les discours se heurtent à cette résistance populaire. Cet amour, cette unité. Mon père et ma mère qui se sont mariés, son père et l'autre qui se sont mariés. Donc il y a ces familles-là qui composent finalement une sorte de... Je parlais d'amortisseur ou un socle pour l'unité. Les Burundais, aujourd'hui, vous développez n'importe quel discours. Les jeunes, j'apprends ici et là qu'il y a des jeunes interethniques. Ethniques entre guillemets. Moi, je continue et je continuerai de rejeter cette terminologie ethnie à ceux qui veulent l'appliquer sur mon pays. Parce que comme j'ai donné l'exemple, vu la définition scientifique, vu ce que j'ai vu dans les pays de l'Afrique de l'Ouest où j'ai vécu, cette notion au pays n'existait pas. Donc, je suis très optimiste. D'accord. Emmanuel, croyez-vous que ces discours divisionnistes dont vous parlez tantôt, les thèmes de Cora, est-ce que ces discours ne risquent pas de toucher effectivement sur les cordes sensibles de la population, sur, comment dire, ne plus affaiblir dirais-je, certains esprits faibles pour replonger le pays encore une fois dans des crises? Non, je ne crois pas. Ils ont essayé par tous les moyens, mais ça n'a pas marché. Ils ont essayé. Si tu regardes à quelle date il a prononcé ça, c'est récemment. Mais ça n'a rien donné. Pour dire que le peuple comprend. Quand on veut les amener dans un mauvais chemin, ils comprennent. Parce que même ceux qui font... Pourquoi alors aujourd'hui on rapporte des morts par-ci, par-là? Voilà pourquoi encore le pays continue à compter les morts. C'est parce qu'ils ont un petit groupe des Imbonerakure drogués qu'on oblige à aller tuer tel, Ça se fait. Ce sont des cas isolés. Mais ça risque de se généraliser, finalement. Je ne pense pas. Moi, je ne suis pas de nature violente. Mais avec cette pression que le pouvoir met derrière le peuple, moi, j'en appelle à la conscience de toute la population, de se lever comme un seul homme, dans l'unité comme on a toujours été unis, et vraiment trouver tous les moyens. Parce que les négociations, ça n'a pas marché. Si Nkurunziza et son clique comprennent que
la voie des armes, la voie de la violence. Il n'y a pas un pouvoir qui peut être fort que le peuple. Le peuple peut toujours, à un moment donné, s'en débarrasser. En peu de mots, je dirais que si jamais par la négociation et autres formes politiques et diplomatiques, ça ne marche pas. La seule voie qui reste est que le peuple prenne leur destin en main. Effectivement, on s'achemine vers la fin de l'émission. Aujourd'hui, des divisions existent effectivement. On en a connu au sein des partis politiques. Votre parti, IPD Zigamibanga, en a été une des victimes. Il y a au parti PRODA, Frodebou, FNL. Il y a eu une politique qu'on a baptisée, entre guillemets, nyakulisation. C'est une politique qui est là. Comment aujourd'hui corriger ces imperfections pour qu'on puisse quand même comprendre un parti uni? Parce que la base, si la base est unie et que le leadership n'est pas uni, Oui. ça ne marche pas. Oui, vous avez raison, malheureusement. Au sein des partis politiques, il y a eu des cassures, des divisions. Pour certains, ça a été l'œuvre du pouvoir en place avec l'actuel ombudsman, quand il était ministre de l'Intérieur. C'est lui qui était chargé de diviser les partis pour les affaiblir politiquement. Malheureusement, c'est une réalité. En ce qui concerne mon parti, comme tu viens de le citer, l'UPD Zigamibanga, il y a eu juste quelques petits dérapages de certaines personnes qu'on a essayé d'inculquer dans leur tête par rapport au leadership. Mais ça, c'est une histoire que dès que la paix reviendra au pays, on va régler ça et ça va aller. Mais en réalité, ça sont des facteurs politiques. Il est vrai, ça affecte le peuple. Ça affecte le peuple. Mais vraiment, moi, j'ai confiance que d'ici peu, tout ça, on verra ça comme dans l'histoire. Parce que j'ai la conscience et j'ai la confiance à ce peuple toujours uni, qu'un jour, ils vont se lever et chasser ce pouvoir. La même question pour clôturer, Aloïse. La même question pour clôturer. Comment aujourd'hui réunir les partis politiques? Parce que là où il n'y a pas un leadership uni, même cette base dont vous parlez est affaiblie. Malheureusement, oui. Tu connais l'histoire d'un philosophe qui s'appelle Diogène? Très vite, parce qu'on va très rapidement. L'histoire, un philosophe qui s'appelle Diogène, il a pris une lampe torche, il a circulé dans un lieu très public, et il disait, je cherche l'homme. Moi, je dis aux politiciens burundais, j'ai toujours ma petite lampe torche, je dis, je cherche un politicien, un leader burundais. Je n'en trouve pas jusqu'à aujourd'hui. J'ai eu une discussion avec un leader politique en exil, une imminente personnalité, et dans son discours, j'ai compris qu'il y avait encore les divisions dont vous accusez l'ancien ministre de l'Intérieur. Moi, je lui ai dit, mais vous continuez à parler de cet ancien ministre qui a divisé les partis il y a 10 ans. Lui ne mettait que le projet en œuvre, ce n'était pas son projet, c'était le projet du pouvoir. Très bien. Alors maintenant, si tu es victime de ce projet du pouvoir, étant politicien, je te cherche. C'est-à-dire que tu n'as pas cette qualité, cette maturité. Parce que ce n'est pas les petites miettes qu'on te donne qui va faire que tu laisses tomber ton projet d'orienter la nation vers... C'est-à-dire que tu n'as pas de vision tout simplement comme politicien. Parce que moi je dis, ces petits chiffres-là, ces petites sommes, ce sont des chiffres, hein, on n'en aura jamais assez. Tu comprends? Mais quand tu as une vision politique qui vise à réunir le peuple vers un destin commun, ce n'est pas ces petites choses-là qui vous feraient vraiment dévier de votre chemin. Alors, à ce type-là, excusez-moi, à ce politicien, je disais, aujourd'hui, tu es en train de me parler que tu ne peux pas, il y a tel qui dans le passé a fait ça, tel dans le passé a fait ça, donc ça constitue vraiment un point de division entre vous. Je dis, mais... Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je lui ai dit, je lui ai donné une remarque, je dis, aujourd'hui, tu ne portes même plus de carte d'identité burundaise. Aujourd'hui, tu regardes ta carte d'identité, c'est écrit Indanga Monzi, la carte du réfugié. Donc, vous deux, vous avez été divisés, vous portez la même carte d'identité, dit Monzi,
de réfugiés, il va dans votre intérêt. Pour rentrer, il faut rentrer les Burundais. Il m'a regardé, il a haussé la tête, j'ai pas eu trop de réponses par rapport à ça. Mais je voulais dire, je disais que je cherche le politicien. Il nous faut un politicien. Derrière qui en leader. Je disais, tu as même raison. Mandela, c'est pas parce qu'il était aimé par tous les Sud-Africains, les politiciens, mais ils ont senti qu'à un moment, il faut se mettre derrière un homme, sinon l'organisation et le reste, vous le faites derrière Tous derrière un seul homme. Voilà, donc, comme disait Mobutu. le peuple attend de vous, les politiciens. Malheureusement, ce que tu dis est vrai. La majorité des politiciens de l'opposition, je dirais même à peu près 90%, sont des ventriotes. Hélas. Nous cherchons encore, comme tu dis, le peuple cherche encore leur leader. Finalement, il y a crise de leadership au Burundi. Bien sûr. Voilà. Et que ce soit au pouvoir, que ce soit dans l'opposition, c'est la même chose. Il y a des gens qui sont là, qui œuvrent pour leurs intérêts, pas pour l'intérêt du peuple. Alors, quand tu œuvres pour ton intérêt, sans voir l'intérêt du peuple, malheureusement, ils sont majoritaires. Voilà, Malheureusement, ils sont majoritaires. Je vais pouvoir clôturer ce débat après ce pris l'heure. Eh bien voilà, c'est par ici que je vais pouvoir clôturer ce débat. Le Club de la Presse, c'est le 67e numéro. Merci à nos invités de nous avoir d'avoir contribué dans ce débat. Merci Aloïs merci pour votre contribution. Merci de m'avoir invité. Merci à toi aussi Emmanuel Ndereimana. Je rappelle que vous êtes secrétaire exécutif du parti IPDS Gamimanga. Merci de votre contribution. Merci de m'avoir invité. Et merci à vous tous, chers téléspectateurs. Prochain rendez-vous de l'émission Club de la Presse, ce sera vendredi, même heure, sur la même télévision. Merci.